Allez, bonjour. Donc la suite de ce cours sur rois et seigneurs, on est à la partie C, des rois faibles et peu respectés par les grands seigneurs, et on va parler du coup d'un seigneur local, Gaston Phébus, qui a régné aux alentours de Pau notamment, où il a construit le château de Pau. Si vous avez l'occasion de le visiter, c'est très intéressant. Et on va voir en fait à travers ce texte les relations qu'il pouvait y avoir entre le roi et les grands seigneurs. Et ces relations, contrairement à la cérémonie de l'hommage qui justement donne des engagements en fait et impose des engagements aux grands seigneurs, ceux-ci faisaient à un moment donné un petit peu ce qu'ils voulaient. On va le voir très clairement à travers Gaston Phébus et je vais vous expliquer à quoi on le voit. Et puis donc du coup c'est ça qui va amener, c'est cette situation déséquilibrée qui va amener les rois futurs à justement reprendre le pouvoir et reprendre le pouvoir vis-à-vis des seigneurs. Donc en fait, ils vont reprendre à leur compte les grandes seigneuries et les intégrer progressivement au domaine royal. Voilà. Donc à partir de là, on va lire le texte. Ça serait bien que vous l'ayez sous les yeux. On va lire le texte sur Gaston Phébus. Je ferai quelques petits commentaires et puis on va répondre aux questions. Allez, c'est parti. Alors, Gaston Phébus était l'un des grands seigneurs du royaume de France au XIVe siècle. Né près de Pau, il hérita des possessions pyrénéennes à la mort de son père à 12 ans. Il devient ainsi comte de Foix et vicomte de Béarn. Ces territoires couvraient ce qui correspondrait aujourd'hui au département des Landes, du Gers, de l'Ariège, une partie du Tarn, du Roussillon, des Hautes-Pyrénées et de l'Andorre. Il possédait plusieurs châteaux, celui de Foix dont il hérita, et celui de Losnac dans les Landes qu'il fit construire. Pour acquérir une telle étendue de territoire, il prêta hommage à trois souverains, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui a des possessions en France dans les Landes, le roi de France Philippe IV et le roi d'Aragon pour ses terres en Andorre et dans le Roussillon. Même si tous ces territoires lui avaient été prêtés par ces rois en échange de sa fidélité, Gaston Phébus voulait devenir indépendant et puissant. Aussi, lors de la guerre de Cent Ans, 1337-1453, impliquant le roi de France, il n'alla pas l'aider et ne lui fournit aucun chevalier. Il alla même combattre le roi d'Angleterre. Par ailleurs, les autres grands seigneurs habitant près de ces terres les convoitaient, car ils voulaient être eux aussi indépendants et puissants et dû les combattre. Malgré sa volonté d'indépendance, il épousa Agnès de Navarre, proche parente du roi de France. Voilà. Alors, je me rends pas bien compte, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème de vocabulaire. C'est en fait une biographie que j'ai constituée à partir d'extraits pris à droite et à gauche. C'est pas un vrai texte historique, mais il a l'avantage de montrer en fait quelle était un petit peu la personnalité de Gaston Phébus, très comment dire, vraiment volontaire et désireux d'étendre son pouvoir, très ambitieux. Et on voit qu'en fait, sa politique, clairement, c'est d'élargir son territoire en faisant des manipulations qui étaient bien évidemment déjà à l'époque assez mal perçues. Alors, si vous avez repéré, il va prêter hommage à 3 rois à la fois. Bien évidemment, à l'époque, ça ne se fait pas. On prête serment à un seul suzerain, à son roi, et c'est tout. Et on s'engage exclusivement avec lui. Et donc, en fait... Gaston Phébus, il va jouer là-dessus, il va jouer en fait sur ses engagements multiples à droite et à gauche pour essayer de grappiller en fait tout un tas de territoires. Les rois, ils sont loin, ils ne peuvent pas forcément contrôler en fait la réalité du terrain. Ils font confiance et puis quand ils perdent la confiance, quoi qu'il arrive, c'est difficile pour eux de retrouver la mainmise sur les territoires qu'ils ont prêtés. Ils sont obligés de lancer des guerres, de lancer l'armée et ils n'ont pas toujours en fait l'armée disponible pour venir en fait réasseoir leur pouvoir, surtout si plusieurs grands seigneurs se mettent en même temps à désobéir au roi et à faire un petit peu la même chose que Gaston Phébus. Voilà. Alors, je continue du coup, j'essaie de voir en fait s'il y a des problèmes de vocabulaire, peut-être convoiter, quand on dit convoiter des terres, ça veut dire vouloir les accaparer. Après, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de mots compliqués pour moi. Alors pourquoi, donc du coup, je vous propose qu'on passe à la correction des questions. Pourquoi Gaston Phébus prête-t-il hommage à plusieurs rois tout simplement pour, je l'ai dit à l'oral à l'instant, pour obtenir davantage de territoire et être plus puissant. Et par rapport à la pyramide vassalique que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire si je remonte à cet endroit-là, il y a un roi,
et un roi, donc un suzerain, et plusieurs vassals. Mais en tout cas, les vassals ont un seul lien, on va dire, qui les lie à un suzerain. Il n'y a qu'un seul suzerain. Donc, bien évidemment, déjà, il y a un petit souci par rapport à l'attitude de Gaston Phébus. Pourquoi peut-on affirmer que ce seigneur ne respecte pas les obligations en tant que vassal du roi? Là, on le voit plutôt sur la deuxième partie en fait du texte. On est à un moment crucial, on va dire, dans l'histoire de France, la guerre de 100 ans, qui oppose le royaume de France aux Anglais. Alors la guerre de 100 ans, en fait, elle n'a pas duré 100 ans. D'ailleurs, vous le voyez, rien qu'aux dates, elle a duré un petit peu plus. Et puis ensuite, ça n'a pas été une guerre, on va dire, d'un seul tenant. Ça a été plus un ensemble, en fait, de conflits qui ont eu lieu de façon successive, qui se sont transmis d'année en année, de décennie en décennie, de génération en génération. Et donc c'est une guerre qui a mobilisé beaucoup de gens, qui a tué évidemment beaucoup de gens aussi, et qui était vraiment l'enjeu principal du moment. Donc ne pas se présenter auprès du roi à cette guerre, c'était un cataclysme, c'était très, très grave à l'époque. Donc là, il ne respecte pas clairement ses engagements. Gaston Phébus, il a reçu des terres du roi de France. Le roi est en danger. Le roi déclare la guerre, en tout cas est impliqué dans une guerre. Il a besoin en fait du soutien militaire et financier des grands seigneurs. Ils ont l'obligation, par la cérémonie de l'hommage, ils ont l'obligation de venir l'aider militairement. Or, il ne vient pas, il ne monte pas à Paris et il ne fournit pas d'armée. Voilà. Et il va même combattre le roi d'Angleterre qui, lui aussi, si vous vous souvenez, est le premier suzerain auquel il a prêté serment. Donc ça, en fait, Gaston Phébus, j'ai choisi cet exemple parce que c'est quelque chose de très classique à l'époque, c'est-à-dire des grands seigneurs qui prêtaient serment, mais qui ensuite récupéraient les terres et puis faisaient leur vie, puis surtout se prenaient pour des petits rois locaux et se désengageaient en fait de leurs obligations successives qui étaient pourtant inscrites par la cérémonie de l'hommage. Et donc, encore une fois, c'est cette situation-là que les rois en fait successifs vont essayer de combattre. Donc là, je fais défiler un petit peu le cours, repérer. Donc je vous laisse le soin de lire le résumé. En principe, il n'y a pas de difficulté avec celui-ci. Retenez et faites attention que les 3 mots de vocabulaire ici sont importants. Donc vous voyez là, je les ai mis en jaune. Peut-être que vous, dans votre cours, vous pouvez aussi les passer au fluo. On arrive ensuite sur le grand 2, donc justement le retournement de situation pour les rois. Donc là, je vais arrêter cette vidéo-là, je vais la tronquer aussi, pour ensuite en démarrer une autre spécifiquement axée sur le grand 2, le pouvoir des rois qui va augmenter. À tout de suite.